Bonjour tout le monde, mon nom est Chris, un représentant technique chez ITM Instruments. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire offert par ITM Université. Aujourd'hui, nous allons traiter du nouveau sujet de l'heure, l'introduction à l'imagerie acoustique avec flûte. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son de votre microphone. Notre présentation durera de 40 à 45 minutes, puis nous aurons le temps à la fin pour les questions et réponses. Nous vous encourageons toutefois à poser des questions en tout temps. Il suffit d'utiliser la fonction de chat et nous nous ferons un plaisir de vous répondre soit pendant la présentation ou à la fin lorsque la période de questions. ITM Instruments travaille en étroite collaboration avec Fluke depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de Fluke. Ceci est le résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise, notre service et nos prix compétitifs. Commençons le webinaire aujourd'hui est présenté par Claude Boudreau, technicien en instrumentation et contrôle, représentant technique depuis plus de 30 ans. A suivi de plusieurs formations complémentaires, thermographie niveau 3, infiltrométrie niveau 1 et 2 et analyse de vibration niveau 1. Claude, la présentation est à vous. Bon matin tout le monde. Comme Chris mentionnait, mon nom est Claude Boudreau de ITM Instruments. Il y en a peut-être qui m'ont déjà vu ou entendu depuis quelques années, depuis 1994 que je suis revenu chez ITM. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous parler de ce qu'on appelle l'imagerie acoustique. L'imagerie acoustique, c'est une nouvelle technologie. C'est quelque chose qui vient d'être introduit sur le marché, qui va probablement changer grandement les inspections, surtout au niveau des fuites d'air et ainsi de suite. Le plan de cours d'aujourd'hui, c'est simple. On va commencer par essayer de comprendre c'est quoi l'imagerie acoustique. On va regarder le fonctionnement des équipements. On va aussi ensuite regarder des trucs pour réussir à mieux utiliser ce type d'équipement-là. Donc, on va vous donner des petits indices, vous expliquer comment ça fonctionne. Et par la suite, on va regarder la partie rapport et évaluation des fuites d'air. Donc, on va réellement là, essayer d'aller assez loin là-dedans. Puis, on va finir avec des exemples. Durant la présentation, si vous avez des questions, simplement utilisez le chat, les envoyer, puis à ce moment-là, nous, au fur et à mesure, on va répondre à vos questions. Dans certains cas, ça se pourrait que la question qui soit posée, je vais simplement mentionner que la réponse s'en vient parce que je connais la présentation pas mal par cœur, puis je sais qu'on va avoir une diapositive qui va en parler un petit peu plus loin. Fait qu'on va commencer par la première partie pour essayer de mieux expliquer qu'est-ce qu'une caméra acoustique. Ben, une caméra acoustique, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de visualiser le son. Donc, une des problématiques qu'il y a depuis longtemps, on sert de l'ultrason, on sert de sonde pour entendre le niveau sonore, mais pour localiser les fuites, pour localiser la source, c'est quelque chose d'assez complexe parce que là, il faut réellement qu'on regarde la lecture, qu'on soit toujours en mesure de se promener pour trouver où est-ce que c'est. Donc, on parle réellement d'une perte de temps qui pourrait être énorme. Fait que ce qui a été fait dans le cas de la II900, c'est qu'on a mis une multitude de microphones. Donc, tous les petits trous que vous voyez sur l'appareil, il y en a 64. C'est 64 microphones. Ces microphones-là regardent, et pas regardent, mais écoutent le son à différents angles. On a joint avec ça une caméra visuelle. Donc, le trou au centre de notre image dans la section grise, c'est réellement une caméra visuelle. Fait qu'on a une caméra visuelle tout à fait normale qui va regarder tout ce qui se passe en avant. Et on a nos 64 microphones qui, eux, écoutent les sons. Par la suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'on va aller superposer notre niveau sonore, qui sont les niveaux sonores les plus élevés, sur notre image. Fait qu'à ce moment-là, on va être maintenant en mesure de très rapidement localiser tout ce qui est des fuites d'air. On a d'autres choses qu'on est capable d'entendre parce que le son et l'ultrason peuvent nous amener des informations complémentaires. Fait que ça, grosso modo, c'est le principe de mesure. L'appareil lui-même, comme je disais tantôt, depuis tantôt, je parle du son et de l'ultrason.
c'est que l'appareil va couvrir une gamme de 2 kHz jusqu'à 52 kHz. Tout ce qui est en bas de 20 kHz, c'est le niveau sonore que nous, normalement, nous sommes en mesure d'entendre. Ça veut dire que lorsque je m'en vais dans une usine qui a beaucoup de bruit, mais c'est sûr et certain que si j'essaye de localiser une fuite à travers le bruit, ça va devenir très, très, très complexe. Mais le fait que je suis capable d'aller aussi dans les ultrasons, qui sont la partie d'un petit peu plus loin, donc jusqu'à 52 kHz, va me permettre là, de mieux cibler les informations. Fait que grosso modo, c'est ce qu'on va avoir, puis tout ça sur l'appareil. Physiquement, l'appareil, qu'est-ce que ça a l'air? Ben, j'en ai un avec moi, fait que vous pouvez voir que c'est quand même très convivial, très facile à transporter. Fait qu'on a directement toute l'information sur un écran rapidement. Ça nous permet de localiser les fuites à une vitesse très, très, très rapide. On va aller voir maintenant la partie opération. Parce que comme toute technologie, la première chose qu'on a, si on a toute peur d'une chose, c'est « Ah non, pas un autre instrument, ça va être un enfer à comprendre, ça va être difficile à utiliser, puis ça va me prendre des techniciens super spécialisés pour travailler avec l'appareil. » Ben, ce que Fluke a réussi à faire, c'est de faire de quoi de très simple. Déjà, quand vous recevez l'appareil, première étape, c'est de charger les batteries. Ça, c'est la partie la plus longue. Une fois que les batteries sont chargées, on insère la batterie dans l'appareil, on pèse sur le bouton marche, on attend que le système s'auto-calibre, puis immédiatement, l'appareil est en fonction. L'appareil, par défaut, est en mode complètement automatique. Donc, l'appareil va chercher les sons plus élevés, puis il va nous les afficher directement à l'écran. Puis en tout temps, on a le bouton vert qui est à droite, le bouton sauvegarde, puis je peux prendre des photos. Aussi simple que ça. Fait que je peux, en quelques minutes, recevoir l'appareil, commencer à me promener avec l'appareil et trouver des fuites d'air, des problèmes mécaniques, électriques, différentes choses qui génèrent de l'ultrason. Puis à ce moment-là, on va être en mesure de le voir. Quand on veut aller un peu plus loin, parce que là, on a parlé de la partie simple. Donc ça, c'est également un peu comme ceux qui ont déjà pris une caméra thermique. La plupart des caméras thermiques aujourd'hui ont le mode automatique. On l'allume, puis toute la base se fait automatiquement. Mais pour ceux qui veulent aller le step plus loin, ben là, on fait simplement appuyer sur notre écran tactile. L'écran, c'est un écran tactile. Et on va activer les menus supplémentaires. On va avoir des menus qui vont être reliés au niveau de l'image, au niveau de la mémoire, au niveau acoustique, les palettes de couleurs. On peut même avoir un marqueur, comme on voit dans le centre de l'écran. On a une lecture en décibels qui me donne le niveau sonore à cet endroit-là. On a différents autres ajustements, choisir la langue et ainsi de suite. Puis, on a toute l'information qu'on a besoin. Donc, si on regarde notre écran qui est quand même assez intéressant, parce qu'on parle d'un écran de 7 pouces, on va avoir dans le bas l'information, sur la date et l'heure qu'on est. En plus, on voit notre niveau de charge. Donc, ça, c'est de quoi de super intéressant. Donc, instantanément, on sait est-ce que je vais être obligé de penser à changer ma batterie dans quelques minutes ou non. Je vais avoir ma lecture au centre. Et j'ai ma palette de couleurs avec l'échelle de décibels. Puis ça, ben, si je veux, je peux l'enlever, je peux la mettre, différentes possibilités. Puis on voit aussi les fréquences à travers lesquelles on travaille. Fait qu'on va les regarder un petit peu plus ensemble. Première des choses, lorsqu'on va dans le menu de l'image, ben là, c'est là qu'on va sélectionner est-ce qu'on veut prendre des photos ou est-ce qu'on veut faire un vidéo. Donc, dans certains cas, peut-être qu'on veut avoir une vidéo pour pouvoir montrer des choses. Tantôt, dans la présentation, vous allez voir, là, on a une couple de vidéos qui vont nous permettre là, de mieux expliquer certains phénomènes. Fait que dans certains cas, la vidéo peut être plus appropriée que la photo. On a le bouton mémoire, bien ça, c'est simplement pour nous permettre de revoir les photos et les vidéos. J'ai pas mis le menu acoustique, mais avec le menu acoustique, c'est qu'on peut, si on vient ici en avant, en arrière, on peut jouer sur les échelles de fréquence et aussi sur des niveaux de décibels. Ça, je vais en parler un petit peu plus tard, mais c'est des choses qu'on peut faire avec le menu acoustique. Ensuite de ça, on a les palettes de couleurs. Donc, on n'a pas tous nécessairement la même sensibilité aux couleurs. Donc, on peut mettre une palette de couleurs différentes. En général, celle qu'on utilise, c'est la rouge
et bleu, mais c'est sûr que s'il y a des personnes qui sont daltoniens, le rouge et le vert peut faire que ça devient difficile à voir, fait que de choisir une autre palette peut rendre l'utilisation beaucoup plus facile de l'appareil. Le marqueur, ben, est-ce que je veux avoir ma lecture en décibels ou non? Ah, une des choses que j'ai oublié de mentionner dans le menu photo, vidéo, on est rendu maintenant avec un nouveau photo qu'on appelle le leak mode, qui nous permet justement, lorsqu'on veut faire l'évaluation d'une fuite, fait que dépendant de la fonctionnalité qu'on veut, si on veut travailler en leak mode, il va falloir qu'on choisisse cette fonction-là. Puis pour le menu par la suite, le menu du bas, ben là, c'est là qu'on va avoir nos ajustements de la langue, la date, et ainsi de suite. Au niveau des spécifications, ben, comme je disais tantôt, on a un appareil avec 64 microphones. Donc, chacun des microphones est là pour écouter le son. Et on va travailler de 2 kHz à 52 kHz. On est en mesure de détecter une fuite de 0.005 pieds cubes par minute. Donc, on parle quand même de quoi de très faible, dans une ligne de 100 PSI, à une distance de 32 pieds. Donc, on est quand même là, on n'a pas besoin d'être collé. C'est que ça, c'est l'autre côté qui est intéressant avec l'appareil, c'est qu'on peut travailler de loin, voir certains phénomènes, puis à ce moment-là, on va s'approcher pour mieux localiser. En théorie, on peut aller jusqu'à une distance de 164 pieds. On parle en théorie parce qu'il y a deux phénomènes qui vont nous affecter. Un, la grosseur de la fuite. Donc, c'est sûr et certain que si j'ai une fuite qui est beaucoup plus petite, je ne serai pas capable d'avoir d'aussi loin. L'autre chose, c'est qu'il faut que je sois ce qu'on appelle dans une vue directe. Donc, si je suis dans une usine, j'ai beaucoup d'équipements, puis que je ne vois pas plus loin que 30-40 pieds, ben à ce moment-là, ma distance d'opération va être 30-40 pieds. Si j'aurais la possibilité de voir quelque chose jusqu'à 164 pieds, puis que la fuite est suffisante, je vais être en mesure de le voir. Le champ de vision, on parle de 63 degrés. Puis ça, c'est pour la caméra visuelle. Donc, encore là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un angle très, très, très large. Fait que si j'arrive dans un équipement, puis souvent, je ne sais pas pourquoi, mais on va tout aller mettre les équipements, là, surtout les équipements mécaniques, et ainsi de suite, dans un petit raccoin. Mais là, à ce moment-là, le fait d'avoir une grande angle, même si je ne suis pas en mesure de me reculer de la pièce que je veux inspecter, avec l'angle que j'ai, je vais avoir quand même une image intéressante. Le plus proche, 1,6 pieds. Donc, il faut quand même, ça ne donne rien d'être collé sur l'objet. On veut avoir une certaine distance pour avoir un champ de vision assez large. Notre afficheur, ben, c'est un afficheur de 7 pouces. Donc, c'est ça, je disais, là, c'est quelque chose quand même de très grand. On a une très bonne résolution, 1280 par 800. Donc, on parle de 1 mégapixel. C'est un écran captif. Et on va, ce qu'on appelle, enregistrer, voir les images et le son superposés. Côté de la mémoire, aucun problème. On est capable d'enregistrer jusqu'à 999 photos ou 20 vidéos. Puis chaque vidéo, c'est des vidéos de 30 secondes. Fait que dépendant de ce que je veux faire, si tu pognes une journée et tu as plus que 999 photos, ben là, je pense qu'on a bien des réparations à faire. Ton boss va te dire d'arrêter de faire ton inspection puis de commencer à aller faire tes rapports. Donc, on va être en mesure de prendre nos photos, puis ça va être très visible pour la personne qui doit aller réparer. Parce que là, on ne fait pas simplement lui mettre un petit sticker puis dire oh, j'ai une problématique à cet endroit-là. On a une photo, il voit visuellement c'est où, il s'en va, puis il est prêt à travailler. Au niveau de nos microphones, ben, les microphones vont être une gamme en décibels, dépendant de la fréquence de la fuite, entre 21 décibels jusqu'à 126, pratiquement 127 décibels. Par défaut, le système est en mode automatique, mais je peux me mettre aussi en mode manuel. Donc, dans certains cas, je voudrais peut-être simplement voir les très grosses fuites. Donc, si j'aurais une usine qui a beaucoup, beaucoup de problématiques, puis que là, je veux me concentrer sur les fuites les plus importantes, donc je pourrais mettre ma caméra en mode manuel et aller sélectionner entre combien et combien de décibels je veux voir. En bas de ça, je ne le veux pas pour tout de suite, j'ai trop de job à faire. Donc, j'ai cette possibilité-là.
Au niveau des bandes de fréquence, ben, c'est la même chose. Bande de fréquence, on peut l'ajuster. Fait que dépendamment si je cherche quelque chose dans le niveau sonore ou dans le niveau ultrasonique. Donc, je peux promener mon échelle de fréquence, puis on va vous le montrer tantôt. C'est très, très, très simple. Autonomie, 6 heures d'autonomie. Donc, on est capable de faire une journée complète. Et en plus, il y a 2 batteries qui viennent avec le système. OK. Là, on va arriver dans ce qu'on appelle les considérations pratiques. On travaille maintenant dans un nouveau domaine. Toutes les fois qu'on arrive dans des nouveaux domaines, ben, il y a des lois de la physique qui s'appliquent. Et c'est à nous de s'assurer qu'on connaît ces lois-là. Vu qu'on n'a jamais travaillé avec des systèmes comme ça, ben, il y a certains phénomènes qui ont toujours existé, mais qu'on n'a jamais pris en considération. Le premier, c'est la réflexion. Un peu comme la lumière. Bon, mais si j'envoie de la lumière sur un miroir, la lumière rebondit sur le miroir, puis va éclairer une autre partie de la pièce. Bien, dans le cas du son, c'est un peu la même chose. Si j'ai une fuite à un endroit, et ce son-là va s'en aller sur le prochain objet, puis va le frapper. Fait que lorsqu'on va commencer à travailler avec la caméra, ben, il est possible que dans certains cas, ce qu'on trouve, qu'on pense trouver initialement, n'est pas la source, mais réellement une réflexion. Fait que si on prend dans ce cas-ci, on est parti avec la caméra, puis là, tout de suite, en partant, on a décelé une source de son plus élevée sur un des tuyaux. On dit, oh, super intéressant. On commence à se tasser pour avoir une meilleure vue, prendre une meilleure photo, puis on se rend compte que notre source s'est déplacée sur le deuxième tuyau. Fait que là, maintenant, on commence à avoir un doute. On dit, wow, la source, elle ne peut pas se déplacer. Là. Si j'ai une problématique, ça doit être à la même place. On commence à se déplacer, puis là, maintenant, on est rendu carrément sur le plancher de béton. Jusqu'à ce que je sache, les planchers de béton, ils n'ont pas de fuite d'air pour des systèmes d'air comprimé. Fait qu'on a une problématique. Là, on sait qu'on n'est réellement pas dessus. On commence à changer un petit peu notre angle. D'un coup, hop, on voit une deuxième réflexion. On voit un signal dans le haut, puis on le voit dans le bas de l'écran. On monte, puis là, tout d'un coup, oh, on localise la source, on change notre angle, puis on a encore notre source. Donc, on sait maintenant que ça, c'est la source de notre problématique. Pour nous le démontrer, on a une petite vidéo ici. Fait que si on regarde ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à se déplacer, puis là, on s'est rendu compte qu'on avait une réflexion sur le sol, donc on a commencé à regarder les angles d'incidence, et on a trouvé la fuite qui venait de notre tuyau, donc directement à cet endroit-là. Fait que si on était juste parti de la première image, on aurait se dit, oh, j'ai un problème avec mon tubing, j'ai peut-être un trou, j'ai peut-être une mauvaise fitting, on aurait peut-être passé du temps pour essayer de débloquer, mais ce n'était pas réel. Fait que ça, c'est notre système de détection. Donc, on change nos angles pour s'assurer de localiser la vraie fuite. Il peut y avoir aussi un autre phénomène qui sont des échos. Ce qui se produit, les échos, les réflexions, c'est un petit peu la même chose, dans le sens que plus on s'éloigne d'une source, plus le son diminue. Donc, ça devient un peu comme des échos. Fait que dans certains cas, si on n'est pas directement sur la source, on peut commencer à avoir des petits blurs un petit peu partout dans l'écran. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas toutes des fuites. Ce que c'est que c'est des échos qui rebondissent sur ma fuite. Donc, on continue notre inspection, on continue à regarder qu'est-ce qui se passe. Puis là, d'un coup, hop, on vient de trouver une composante qui, elle, le niveau sonore est beaucoup plus élevé. Fait qu'on va se dire maintenant, on va aller regarder dans un autre angle, juste pour être sûr qu'on est à la bonne endroit. Fait que là, on va aller se déplacer avec notre appareil. On va continuer à suivre notre pièce. On va retourner dessus. Oh, on a la réflexion maintenant sur la partie métallique. Donc, dans ce cas-ci, ce que ça me disait, c'est que le son ne venait pas face à moi, mais venait de l'arrière de la composante. Donc, la fuite est à l'arrière de la composante. Encore là, une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, ça devient tout à fait logique. C'est comme, OK, c'était une réflexion et on va aller chercher par la suite la bonne mesure, le bon endroit. Oh, mauvaise photo.
Lorsqu'on voit un son, ben, on doit absolument confirmer la source. Dans ce cas-ci, on avait un cabinet, puis on voit directement sur le coin du cabinet une source. On voit qu'on a une élévation de son. Première des choses qu'il faut prendre en considération, l'ultrason ne passe pas à travers les objets. Ça veut dire que si j'avais un exemple, une fuite à l'intérieur d'un cabinet, je ne peux pas le voir sur la structure. Cependant, si j'ai des ouvertures, ben là, c'est possible que le son va sortir par ces ouvertures-là. Puis à ce moment-là, avec mon appareil, je vais le trouver dans les ouvertures. Mais on ne voit pas à l'intérieur d'un cabinet. C'est-à-dire que quelqu'un qui m'arrive et dit j'ai un système, j'ai plusieurs lignes de raccordement, c'est tout à l'intérieur d'un cabinet, ben il faut qu'on ouvre la porte pour être capable de le voir. Parce que sinon, on n'a aucune idée. Surtout si notre cabinet est étanche, ben là, on ne verra rien du tout. Fait que dans ce cas-ci, on a sur une partie solide du son. On se dit, voyons, ça n'a aucun bon sens. On va se changer d'angle, puis là, on va le trouver. Donc, si on regarde notre vidéo, on avait du son, on sait que ça se peut pas, on commence à monter, puis hop, on se rend compte que ça venait de plus loin, mais on le voyait parce que le son se diffuse quand même, puis on a réussi à le voir sur une surface haute. Donc, lorsqu'on voit quelque chose, on se déplace pour arriver à le localiser, à le trouver. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? À date, on n'a aucune question. Je vais vous aviser, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat pour toutes vos questions. Si vous avez une question pressante, on peut arrêter la présentation puis demander tout de suite. Sinon, on a une vingtaine, quinzaine de minutes à la présentation pour toutes les questions. Merci beaucoup, Chris. OK. Quand on parle des considérations pratiques, ben, la première des choses, si vous arrivez dans un écran puis vous voyez beaucoup d'images, mais qui sont pas un beau cercle, c'est pas quelque chose là, de bien défini. Donc, c'est des formes un petit peu psychédéliques comme on a à l'écran présentement. Ben, là, tout de suite en partant, c'est pas nécessairement la source. Parce que normalement, lorsqu'on va avoir la source, on va avoir un beau rond bien défini. Une des choses qu'on peut regarder, c'est est-ce que je suis dans les bonnes fréquences? Fait que si on regarde mon carré vert dans mon écran avec les fréquences, ben ça, avec mon écran tactile, je peux aller directement changer soit la valeur plus basse, la valeur plus haute, ou même déplacer les deux en même temps. Fait que ce qui est intéressant, c'est que la partie jaune à l'intérieur de ma bande de fréquence, c'est réellement tous les niveaux sonores que l'appareil voit présentement. Fait que si j'arrive quelque part, puis je me suis placé, normalement une fuite d'air, ça va être aux alentours de 40 kHz, c'est l'endroit où est-ce que on a le moins de limitations, c'est plus facile à localiser parce qu'on n'a pas d'interférence avec le bruit normal de l'usine. Fait qu'à 40 kHz, c'est un bon endroit où est-ce qu'on regarde. Mais il est possible que, dépendant du type de fuite, que notre signal soit plus bas. Fait que si tu vois dans ton diagramme que aux alentours de 20 kHz, 25 kHz, tu sembles avoir des pics de son, ben là, tu peux descendre ton échelle pour aller localiser à cet endroit-là. Fait que ça va te permettre de mieux, d'éviter de manquer des sources. Parce que, comme on disait tantôt, la source, oui, en théorie, c'est autour de 40 kHz, mais dans certains cas, dépendant de la type de source, la forme, la pression dans la ligne, et ainsi de suite, il est possible qu'on soit une fréquence quelque peu différente. Fait qu'on va le trouver. Ou si on s'en va dans d'autres phénomènes, que ce soit mécanique et ainsi de suite, bien là, à ce moment-là, il est possible qu'on soit en mesure de le trouver mais à des fréquences plus basses. Et dans d'autres cas, c'est peut-être carrément dans l'audio. Il y a peut-être un bruit dans l'usine qu'on veut localiser. Bien là, à ce moment-là, on va descendre notre fréquence pour aller voir au niveau du son. Fait que le fait qu'on est capable de jouer avec le niveau de fréquence va m'aider à détecter des fuites qui normalement seraient passées
inaperçu. Au niveau de mon échelle de décibels, ben, c'est un peu la même chose. J'ai la possibilité de l'ajuster. Comme on disait tantôt, plus on est loin, plus le son diminue. C'est un peu comme on parle ensemble. Si on est à 2 pieds de distance ou si on est à 10 pieds de distance, si je parle pas plus fort à un moment donné, tu m'entendras plus. Fait qu'au niveau des décibels, c'est la même chose. Donc, je peux avoir des fuites, mais vu qu'elles sont très loin, que le niveau décibels soit plus bas. Fait que si j'ai mis ma caméra en mode manuel au niveau des décibels, mais peut-être qu'il va falloir que je joue avec mon échelle pour être capable de bien localiser à des plus grandes distances. Si on fait une comparaison avec l'utilisation des appareils ultrasoniques conventionnels, ben, l'appareil ultrasonique conventionnel, merveilleux pour trouver des fuites. Puis pendant longtemps, c'était la seule solution là, qui était réellement là, adéquate. Mais pour localiser une fuite, pour la trouver, ça prend du temps. Il faut qu'on commence à scanner, il faut qu'on suive la ligne complètement. On va écouter le son, on va regarder le niveau de décibels, on va réellement s'assurer de trouver l'endroit où est-ce que le niveau sonore est le plus élevé. Puis là, une fois qu'on l'a localisé, ben, on va mettre en général un tag pour dire voici où est-ce qui est notre problématique. Fait que pour localiser une fuite, on peut parler en général d'environ une vingtaine de minutes pour une personne là, qui est bien formée. Si on compare avec la II-900, on peut pratiquement donner ça à quelqu'un qui n'a jamais fait d'ultrason, qui n'a jamais travaillé avec de l'ultrason, puis il va être en mesure, en dedans de quelques minutes, de localiser. Dans ce cas-ci, notre personne, en moins de 5 minutes, a localisé 2 fuites. Les 2 fuites étaient à la même endroit, mais ça aurait pu être 2 fuites à 2 endroits différents, parce qu'on a aussi des fuites à différents endroits. Puis il est capable de localiser très rapidement, prendre une photo, puis on a la possibilité de rajouter aussi une photo supplémentaire pour avoir un exemple, une vue d'ensemble. Fait qu'on est capable de voir très, très, très rapidement et de localiser très rapidement les fuites d'air. Donc, c'est une grosse économie en temps. Puis le temps, c'est de l'argent. On a souvent la demande, est-ce qu'on peut voir la décharge Corona? Oui et non. Cet appareil-là n'a pas été conçu pour voir les décharges de Corona. Oui, on sait lorsqu'il y a du Corona, lorsqu'il y a du arcing, et ainsi de suite, il va avoir de la génération d'ultrasons. Puis, dans certains cas, l'appareil va être en mesure de le faire. Mais il n'a pas été optimisé pour ça. Fait que si une des utilisations que vous vouliez faire, c'était réellement la mesure de Corona, ben à ce moment-là, avec l'appareil, on oublie ça, c'est pas pour ça. Il va y avoir éventuellement d'autres appareils qui vont être mieux produits pour réussir à répondre à cette demande-là. Mais pour l'instant, on oublie celui-là. Les fuites de réfrigérant. Ben, dépendant de l'utilisation. Les fuites de réfrigérant, souvent, on va utiliser ce qu'on appelle un renifler ou on utilise souvent le mot sniffer. C'est sûr que ces appareils-là vont être en mesure de voir de très, très, très faibles fuites. Fait qu'on va être beaucoup mieux équipé avec un sniffer pour localiser de faibles fuites. Mais dans d'autres cas, certaines fuites de gaz vont être plus faciles à voir avec l'ultrason. Surtout si j'ai une fuite de gaz à l'extérieur, une fuite quand même assez importante, là, et que j'ai du vent. Un sniffer avec le vent dilue le gaz. Comme nous, on ne cherche pas le gaz, mais on écoute le son, on est en mesure de détecter des fuites que, dans certains cas, le sniffer n'aura peut-être pas vu. Fait que c'est pour ça que c'est réellement un complément. Ça ne remplacera pas complètement le sniffer, mais ça va nous aider là, à plusieurs niveaux. Comme on disait tantôt, les questions qu'on a souvent, les fuites, est-ce qu'on peut les détecter? Ben oui, jusqu'à 50 mètres. Les photos, on est capable d'avoir jusqu'à 999 images dans l'appareil. Durée de vie de la batterie, on le disait tantôt, 6 heures. L'autre question qu'on a souvent, est-ce qu'on peut juste voir des fuites d'air? Eh bien non. On est capable de voir des fuites de vapeur, on est capable de voir des fuites de différents types de gaz, que ce soit de l'azote, s'il y a un gaz en général, c'est le même principe. Tant que c'est un gaz
sous pression. C'est sûr que si ça serait une fuite dans l'air, dans l'atmosphère, puis qu'il n'y a pas de pression, bien là, à ce moment-là, je n'aurai pas d'ultrasons qui vont être générés. Mais on peut même voir aussi des fuites si c'est un tuyau là, sous vide. Donc, système sous vide, système d'air, et ainsi de suite. C'est toutes des choses qu'on est en mesure de voir sans aucun problème. Puis, la caméra, comme je disais tantôt, les fuites de vide, aucun problème. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à présent ou tout est toujours beau? Regardez ici. OK, un couple de questions. Je travaille dans le domaine du spectacle. S'il génère une basse fréquence pour générer une vibration d'un matériau, est-ce que le flou serait influencé? OK. La question est bonne. Donc, si tu génères une basse fréquence et que cette génération-là génère de l'ultrason, là, à ce moment-là, c'est possible que ce soit la source que l'on voit. À titre d'exemple, moi, de mon côté, je me suis fait installer une thermopompe, puis une fois ça a été installé, je me suis amusé pour voir s'il n'y avait pas justement là, de fuite. Puis, je suis arrivé sur la thermopompe, puis à un moment donné, j'ai trouvé un niveau sonore dans le bas de mon boîtier. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était une vis qui avait été mal vissée, puis ça avait créé une vibration, puis cette vibration-là créait de l'ultrason. Mais j'étais dans une fréquence qui n'était pas une fréquence normale pour une fuite d'air. Donc, c'est pour ça que je savais que ce n'était pas une fuite, c'était autre chose. Puis, j'ai quand même réussi à le localiser de cette façon-là, puis j'ai ajusté la vis, puis ça a été fait. Fait que ça pourrait influencer, mais en général, tu vas être dans des fréquences différentes. Mais ça serait quelque chose à tester pour être sûr hors de tout doute. Une autre question, on a parlé tantôt du... on ne peut pas voir un fuite ou quelque chose comme ça dans un cabinet, mais est-ce qu'on peut voir derrière un mur ou sinon, qu'est-ce qu'on doit faire s'il est derrière un mur? OK. Si tu n'as aucune ouverture, le son ne passe pas. Donc, à ce moment-là, on ne voit pas rien. Si j'avais un exemple, une ouverture quelconque, soit que j'ai un trou pour des vis ou quelque chose comme ça, puis j'aurais du développement d'ultrasons à l'intérieur, bien là, à ce moment-là, ça va apparaître à ce trou-là comme si la source était via le trou. Je ne pourrais pas dire exactement c'est quoi, mais je vais pouvoir dire oui, il y a un niveau sonore à cet endroit-là. Mais ça me prend absolument un chemin pour que l'ultrason puisse passer. Parfait. Puis, dernière question pour maintenant. Vous parlez que l'appareil mesure entre 2 et 52 kHz. Sur l'échelle qu'on vit sur l'appareil, on voyait seulement de 5 à 52. Oui, en réalité, tu vois même de 5 à 50, mais si on regarde, là, c'est que ça part pratiquement de 0 jusqu'à 55, mais l'échelle dynamique, c'est de 2 à 55. Donc, oui, on l'affiche par niveau de 5 kHz, mais c'est 2 à 55. 2 à 52, excusez-moi. Parfait. Bon. Fait qu'une fois qu'on a pris des photos, si on fait des fuites d'air, puis que là maintenant, on veut essayer de déterminer c'est quoi le coût associé à la fuite d'air qu'on a localisée. Bien, avec le nouveau logiciel et la fonction LeakQ, là maintenant, on est en mesure de le voir. Comment qu'on va travailler avec ça? Bien, lorsqu'on met l'appareil dans le mode LeakQ, on va avoir, si on regarde la photo du bas, on a comme un cercle d'une couleur un petit peu différente, donc un petit peu plus pâle que le reste. Il faut juste s'assurer que la fuite est à l'intérieur de ce cercle-là quand on prend la photo. Là maintenant, au lieu de juste enregistrer la photo, on va enregistrer la photo, on va enregistrer le niveau sonore et la distance, parce que c'est super important, parce que comme je disais tantôt, plus on s'éloigne, plus le niveau sonore diminue. Donc, si j'essaie de déterminer une fuite et que je mesure son niveau en décibels, ben, il faut que je sache à quelle distance j'étais installé pour être en mesure de mieux cibler la quantité exacte de fuite. Une fois que la photo est prise,
On s'en va par la suite dans le logiciel. Puis là, au niveau du logiciel, il va falloir qu'on donne des informations supplémentaires. Une de ceux-là, c'est quoi la pression du système. Et ensuite de ça, l'appareil va être en mesure de le calculer. C'est sûr qu'il va falloir que je donne aussi c'est quoi mon coût énergétique et ainsi de suite. Mais une fois que j'ai donné mes coûts énergétiques, que j'ai donné la pression dans le système, ben là, le logiciel va faire le calcul. Donc, dans ce cas-ci, la fuite qu'on avait dans notre rapport, ben, c'était une fuite qui équivalait à 0,7 pieds cubes à la minute. Mais la mesure qu'on avait, c'était 76,3 décibels et j'étais à une distance de 2,9 pieds. Donc, avec ces informations-là, puis basé sur l'information de mon coût énergétique, le système a calculé que ma fuite était de 0,7 pieds cubes minute et que ceci représentait l'équivalent d'une économie de 225 $ américains par année. Donc là, c'est à moi de décider, est-ce que ça vaut la peine de prioriser cette réparation-là ou j'en ai d'autres qui sont plus importantes. Fait que c'est sûr, c'est une estimation. C'est pas 100% véridique, mais ça nous donne quand même une très, très bonne information. Fait que là, j'aurais pu rajouter des notes, puis j'aurais même pu avoir une deuxième photo, comme je disais tantôt, qui était pour une photo qui donne plus d'informations, soit une photo reculée pour avoir l'image de où est la composante que je regarde. Puis là, j'imprime le rapport, puis je donne ça directement à mon technicien. Puis ça, quand on fait ça, ça va être des formats AS2, donc c'est réellement un format propriétaire à Fluke pour la mesure de l'estimation. Fait que là, maintenant, on va aller regarder des exemples d'applications où est-ce qu'on peut se servir de l'appareil. Puis, on va finir avec la partie questions-réponses. Un des endroits où est-ce qu'on a eu beaucoup de demandes, beaucoup de succès, c'est dans les soins de santé. Puis, les possibilités sont énormes. Donc, avec l'appareil, on est capable d'identifier des fuites dans les points de sortie de gaz médicaux, des tuyaux flexibles. On est capable de voir des fuites ponctuelles dans les systèmes et les commandes de transport de tubes pneumatiques. On peut vérifier l'intégrité des systèmes d'air comprimé. On peut maximiser la capacité de l'infrastructure, assurer la livraison critique dans les salles d'opération, que ce soit des différents gaz qu'on veut, mais on veut avoir les gaz dans la salle, on ne veut pas les perdre dans l'atmosphère. Accès à des systèmes d'aspiration critiques est difficile à atteindre. Donc, c'est sûr et certain qu'en ce moment, en plus, tout ce qui est de l'oxygène, ben, avec le coronavirus, on veut être sûr d'avoir le plus d'oxygène possible. Donc, avec une caméra comme ça, on va être en mesure de localiser les fuites, de les réparer pour s'assurer d'avoir une optimisation de notre système. On peut identifier les fuites de vapeur, puis on peut aussi vérifier les cuves de procédés. Donc, on va être capable de voir là, sur nos systèmes de cuves s'il y a des fuites et ainsi de suite. On a justement posé des questions pour des professionnels de la santé, puis on les a posé les questions suivantes. Voyez-vous quelque chose au sujet de la situation pandémique actuelle où les fuites des systèmes d'air, de gaz pourraient causer des problèmes dans la capacité des hôpitaux? Puis la réponse, ben, je pouvais voir une fuite importante ou de nombreuses petites fuites dans l'alimentation, en oxygène ou en air médical. Puis à ce moment-là, j'étais capable de m'assurer d'augmenter mon système pour être sûr que j'avais la quantité d'air pour les patients. Donc, ça, c'est également des cas vécus. Donc, c'est quelque chose qui a été sorti. Donc, on a localisé des fuites à différents endroits. On les a ajustés, puis on était correct. Puis à quel point les systèmes d'air comprimés sont-ils essentiels pour fournir de l'air à des équipements, des respirateurs, et ainsi de suite? Ben, les gaz médicaux sont essentiels aux soins aux patients. Donc, réellement, tout ce qui peut toucher le médical, ben, c'est un très, très bon endroit où est-ce que les caméras comme ça peuvent être utilisées. L'autre chose au niveau industriel, ben, tout ce qui est ce qu'on appelle les sorties d'air comprimé. Mais c'est sûr et certain que si j'ai des fuites, il y a différentes choses. Un, ça va me coûter plus cher en énergie parce qu'il va falloir que je crée plus d'air. Surtout ici au Québec, il faut qu'on l'assèche beaucoup parce que nos hivers sont super froids, donc on a des problématiques parce qu'on peut avoir de la condensation. Donc, ça nous coûte encore plus cher à ce niveau-là. Mais l'autre chose, c'est que si j'ai des fuites,
puis que je ne suis pas capable de fournir suffisamment d'air à une bonne pression, ben, je peux peut-être avoir des problèmes au niveau de ma production. Je vais peut-être avoir des systèmes qui vont avoir des cycles pas complets. Je vais peut-être avoir des systèmes pneumatiques que je n'aurai pas assez de puissance pour délivrer ce que j'ai besoin. Donc, c'est super important de le localiser. Fait qu'avec une caméra comme ça, on peut rapidement localiser les différentes fuites au niveau des sorties. On peut aller voir tout ce qui a rapport au compresseur d'air, les différentes connexions. On va pouvoir le trouver là, très rapidement. Les régulateurs d'air. Donc, si j'ai un problème, je suis un régulateur d'air qui a une fuite, on va être encore là en mesure de le voir directement. Connexion de soupape de décharge. Même chose. C'est un autre endroit où est-ce que je peux rapidement, avec l'appareil, voir si j'ai différentes fuites. Ligne de production. Encore là, ça c'est un exemple dans une usine alimentaire où j'avais des fuites au niveau de ma ligne de production. Donc, je peux le localiser, réparer, puis m'assurer d'avoir la quantité requise que j'ai besoin. Tube de chaudière. Ça, là, il est plus dur à voir, mais on avait une chaudière puis qu'il y avait des fuites. Anciennement, pour être capable de vérifier ça, ben, il fallait qu'on arrête le système, il fallait qu'on injecte de l'air pressurisé pour être en mesure de le localiser. Mais là, avec notre appareil, on était capable de le localiser sans rien arrêter. Donc, grosse économie de temps et d'argent. Les lignes de gaz naturel, comme on disait tantôt, ça n'a pas besoin d'être de l'air. Ça peut être différents gaz, gaz naturel, de l'azote, et ainsi de suite. Les lignes d'air comprimé dans un camion. Donc, même chose. J'ai un système où j'ai de l'air comprimé qui s'en va à différents endroits. Ben, je suis capable de le localiser. Ça pourrait même être sur un avion, n'importe quel système mécanique qui sert de l'air. Ben, à ce moment-là, je suis capable de localiser toutes les fuites assez rapidement. Les fuites d'azote. Puis ça, comme je disais tantôt, ce qui est intéressant, c'est qu'une fuite comme celle-là, même avec du vent, je vais être en mesure de le voir parce que le son n'est pas influencé par le vent lui-même. Donc, ce qu'on voit, c'est le son. Le vent va avoir une fréquence différente. On va le trouver avec un sniffer, mais ça va être beaucoup plus difficile parce que le sniffer, lui, le gaz, la quantité de gaz va être diluée plus rapidement quand j'ai du vent. C'est une application où est-ce que ça peut être très utile. Fuite de compresseur d'ammoniac. Réservoir d'argon. Donc, puis là, c'est intéressant, parce que là, on voit en même temps, on voit la fuite, puis on voit la réflexion, comme on disait tantôt. Mais si on regarde la colorisation, on voit que la couleur est beaucoup plus basse, donc c'est pas la source, c'est réellement une réflexion. Fait que dans ce cas-ci, j'aurais voulu savoir, il a fallu que je déplace ma caméra pour aller positionner mon curseur au centre directement sur la fuite, puis j'aurais trouvé le niveau en décibels de la fuite. Une usine de charbon, ça, c'était un système de conduit de ventilation. Puis dans ce cas-là, ben, ce qui est important, c'est qu'on voulait localiser s'il y avait des fuites, fait que le système de ventilation faisait passer l'air, puis on était en mesure de localiser toutes les fuites, de pouvoir les boucher pour éviter que le produit se retrouve dans la mauvaise pièce, et ainsi de suite. Fait que c'est une autre possibilité avec la caméra. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parfait. Et merci beaucoup, Claude. La présentation était magnifique. Un petit rappel pour tout le monde. Vous pouvez utiliser la fonction chat pour toutes vos questions. On a quand même 15 minutes de les répondre. Puis on a une couple de questions. La première, c'est est-ce que le détecteur est usable pour détecter du flanking noise dans une unité d'habitation, comme une condo ou quelque chose comme ça? Ça, celui-là, je suis pas certain. Il faudrait que je revienne. Si on peut avoir là, la demande, on va la regarder là, juste pour s'assurer de bien comprendre là, la question comme il faut. Parfait. On a parlé tantôt de
pour les fuites d'air. Est-ce qu'une fuite de basse pression, comme par exemple max 5 PSI, serait détectable? Par exemple, il nous donne un exemple ici pour détecter une fuite de système de récupération des vapeurs d'essence dans un véhicule. OK. Lorsqu'on va à basse pression, si la fuite a une dimension grande, là, à ce moment-là, je n'aurai pas assez d'ultrasons qui va générer. Si c'est une petite fuite, ben là, je vais probablement générer de l'ultrason. Mais dans un cas comme celui-là, ça serait de quoi à essayer, dû au fait qu'on est quand même dans la basse pression. Fait que oui, on en a déjà vu, mais c'est plus facile quand la pression est plus élevée parce que là, le son, le niveau va être plus élevé aussi. Donc, à basse pression, ça serait essayé. Fait que ça, pour une situation comme celui-là, ça serait peut-être une bonne idée de louer l'appareil avant pour s'assurer du bon fonctionnement sur ce type d'application-là spécifique. Parfait. Un petit rappel encore, si vous voulez poser une question, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat. Puis, toutes vos questions pour ITM nous-mêmes, soumission, disponibilité, pour la location, des ventes, tout ça, vous pouvez nous poser, puis nous envoyer un courriel à info@commercialitm.com ou information@commercialitm.com. Toute l'information là sur le détecteur de I900, c'est tout sur notre site web aussi, itm.com. Donc, la prochaine question, est-ce que la température de l'air peut affecter la précision? Non. Parce que nous, dans notre cas, on écoute le niveau sonore, donc la température n'a pas d'incidence. Tant aussi longtemps qu'on est à l'intérieur de la température d'opération de l'appareil lui-même, parce que là, ce serait plus l'électronique de l'appareil. Mais sinon, au niveau sonore, que j'aille quelque chose à basse température, haute température, ça ne changera pas là, ma donnée d'ultrason. Une autre question. En général, est-ce qu'il y en a une plage ou une gamme de kilohertz générale qu'on se voit plus de fuite ou quelque chose comme ça pour le rechercher, ou est-ce que ça change de chaque application, de chaque industrie? OK. Quand on prend les appareils ultrasoniques qu'on utilise depuis des années pour localiser les fuites, ces appareils-là sont tous des fréquences aux alentours de 40 kHz. Donc, on sait qu'aux alentours de 40 kHz, c'est un endroit où est-ce qu'on va le plus souvent voir les fuites au niveau sonore, au niveau de l'air. Cependant, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il peut y avoir, dépendant du produit, dépendant de la forme de l'orifice, et ainsi de suite, dépendant de la pression, on peut avoir un son qui va être généré à des fréquences un petit peu plus basses. Fait que c'est pour ça que le fait de regarder sur l'écran puis d'avoir la valeur des fréquences, donc de voir que je peux avoir un signal plus bas, va me permettre d'aller me réajuster. Fait qu'en général, les fuites d'air, on va toujours parler aux alentours de 40 kHz. Fait que on va se mettre un exemple de 35 à 45, puis par la suite, on va simplement réajuster aux besoins si jamais il y a quelque chose de différent. Mais à la base, on va se servir là, aux alentours de 35 à 45 kHz pour partir. Parfait, merci. Encore un rappel, pour nous poser une question, utilisez le fonction chat. On a une dizaine de minutes de vous répondre. Puis sinon, puis si vous avez une question après la présentation, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel, info ou information@commercialitm.com. OK, la prochaine question, on a couvert mais, durant la présentation, mais est-ce que ça fonctionne pour détecter des petites fuites autour d'une fenêtre? La seule façon, si un exemple, j'aurais une résidence ou une boîte, puis que j'aurais une source d'ultrasons à l'intérieur, là, à ce moment-là, je vais le voir. Mais si j'ai pas aucune génération de son, là, ça va devenir très difficile à localiser. Fait que si un exemple, j'aurais un véhicule automobile, puis je voulais trouver le tour de mes fenêtres si j'ai des fuites, là, je pourrais
prendre un petit générateur d'ultrasons, le mettre à l'intérieur du véhicule, fermer les portes, les fenêtres et tous les endroits où est-ce que l'ultrason va sortir. À ce moment-là, je vais être en mesure de le localiser. Fait que oui, ça serait une façon de le faire, mais ça va me prendre un générateur d'ultrasons pour bien le définir. Parfait. Encore un dernier rappel pour les questions. Utilisez la fonction chat. C'est toutes les questions à date. On va peut-être attendre une trentaine de secondes pour les dernières minutes. Et encore, si vous avez des questions pour les soumissions, les prix, les disponibilités, location ou vente, envoyez-nous un courriel à info@commercialitm.com. Vous pouvez nous appeler, notre département de vente pour vous aider. Puis Claude lui-même peut vous aider. Donc, je pense que c'est tout pour les questions aujourd'hui. Comme j'ai dit tantôt, si vous avez des questions après la présentation, envoyez-nous par courriel. Claude, merci beaucoup pour la présentation. Beaucoup de l'information, puis on a couvert beaucoup, mais quand même, c'était magnifique. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Donc, au nom de toute l'équipe de ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. L'équipe d'ITM Instruments est disponible pour vous aider. Vous pouvez visiter notre site web itm.com pour trouver ce dont vous avez besoin, y compris de nos coordonnées aussi. Comme j'ai dit, info sans S à commercialitm.com. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerions que vous répondiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous présenter d'autres sujets qui vous intéressent. Et n'oubliez pas que pour vous remercier d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui, votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100 pièces pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos médias sociaux. Assurez-vous de les vérifier. Encore, merci à tout le monde. Merci Claude et bonne journée à tous.